Président, tout le Québec est ébranlé par l'histoire tragique de Frédéric Gingras, qui est aujourd'hui accusé de meurtre prémédité et de tentative de meurtre. Évidemment, nos pensées vont aux familles éprouvées. Mais cette histoire soulève toutefois certains doutes sur la capacité du réseau de la santé et du système de justice à prévenir ces tragédies. Pour plusieurs spécialistes en santé mentale, il faut revoir certaines dispositions de la loi P38 visant la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Hélène Fradette, à qui j'ai parlé ce matin, directrice générale de la FAPAM, dit, et je la cite, « On accepte que des gens tombent entre les mailles du filet en raison de lois mal adaptées. » Olivier Farmer, chef du service de psychiatrie du CHUM, ajoute que la loi nous limite beaucoup. Gilles Chamberlain, directeur des services professionnels à l'Institut Pinel, dit que les exigences devraient être assouplies comme ça se fait en Ontario. Monsieur le Président, est-ce que le ministre de la Santé est prêt à étudier des changements à la loi P38? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, non seulement nous sommes prêts à étudier des changements, mais ces travaux-là sont en cours depuis 2011. Il y a un comité consultatif qui a été mis en place par le ministère de la Santé et des Services sociaux qui implique, Monsieur le Président, les experts médicaux, mais aussi les experts juridiques. Il y a des juges qui sont là-dessus, les représentants des différents intervenants qui prennent des positions qui sont souvent opposées sur le sujet font partie du comité consultatif parce que ce n'est pas un sujet qui est simple. C'est un sujet qui traite des libertés individuelles et je vais illustrer mon propos de la façon suivante. Dédé Lévy a omis, évidemment, dans sa question, de mentionner tous les gens qui considèrent qu'on impose trop de contraintes aux gens qui ont des problèmes de santé mentale en termes de prise de médicaments. Il y a des gens qui vont dire, là, et qui le disent aujourd'hui, un instant, là, nous avons des droits, nous avons des responsabilités. Alors, ce sont des positions qui s'opposent. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, dans le plan d'action en santé mentale que nous avons déposé il y a maintenant près d'1 an, ça fait partie des choses qui vont être évaluées. Laissons les experts déposer leur rapport qui va être déposé en février ou en mars prochain et on pourra aller plus loin dans ce débat-là qui est celui de P38. Première complémentaire, Monsieur le député de Lévis. Monsieur le Président, oui, depuis 2011, on étudie l'application de la P38. On parle maintenant de changements réclamés par des experts. Gilles Chamberlain, directeur à l'Institut Pinel, qui ajoute, et je le cite, « On devrait pouvoir faire valoir qu'une personne qui a déjà un diagnostic est tellement malade qu'elle n'est pas capable de demander des soins pour elle-même. On sortirait du critère du danger pour entrer dans la prévention. » Pourquoi ça ne se fait pas maintenant au Québec? Monsieur le ministre de la Santé. Bien, c'est le problème, Monsieur le Président, de la CAQ. À chaque fois que quelqu'un se lève du côté de la CAQ, se lever, prendre un seul côté et faire abstraction de l'opinion contraire qui est tout aussi légitime et en faire une intervention spectacle, comme je l'ai dit hier. La réalité, Monsieur le Président, la réalité est que dans la problématique de santé mentale, on s'adresse aussi à des citoyens, des citoyennes qui ont des droits. Et à partir du moment où on doit décider quel droit sera limité, quelle intervention l'État ferait législativement pour limiter les droits, ça commande une réflexion que manifestement... Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Lévis. Monsieur le Président, avec le ministre, c'est toujours assez récurrent, ces histoires. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours du spectacle. Pourtant, la question est simple. Je sais que c'est un sujet sensible. C'est pour ça que j'offre notre collaboration, pour corriger certaines lacunes au projet de loi P38. Monsieur le Président, je reprends une question de Mme Fradette posée là. Peut-on accepter que des personnes refusent toute forme d'aide et qu'il faille attendre à la limite de leur dangerosité pour que le système de soins puisse les prendre en charge? Ça, c'est pas du spectacle. Monsieur le ministre de la Santé. Ce qui est du spectacle, Monsieur le Président, c'est le député de Lévis quand il se lève et qu'il vient nous dire... Bien, Monsieur le Président... Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Là, Monsieur le Président, là, le niaisage du ministre de la Santé a assez duré, là. D'abord, vos propos ne sont pas acceptables. Vos propos ne sont pas acceptables. D'abord, vous asseyez. On va faire perdre notre temps à notre Assemblée. Mais j'ai compris. Mais vos propos n'étaient pas acceptables. Je ne peux pas vous laisser continuer. Faisons attention, Monsieur le ministre de l'Éducation. De la Santé. Je m'excuse du remaniement subi, mais vous êtes encore ministre de la Santé. Monsieur le Président, vous avez fait un lapsus révélateur. C'est un problème d'éducation. Le député
Le député de Lévis devrait, pour un sujet aussi sensible, se lever et certainement poser une question, soulever la problématique, mais mettre dans sa question non pas une insinuation, mais l'obligation de faire une réflexion qui prend en considération les deux côtés de cette médaille-là. L'autre côté dont il ne parle pas, M. le Président, c'est simple. Est-ce que l'État doit avoir le pouvoir, par exemple, de forcer un citoyen à prendre des médicaments ou à interner une personne sous peine de? C'est pas simple, mais dans l'esprit et dans la parole de notre collègue, c'est toujours bien. Principal, M. le député de Chambly, parlant d'éducation. Monsieur le Président, ce matin, je vais dénoncer deux problèmes et proposer une solution. Premièrement, il y a un manque d'encadrement pour les jeunes qui font l'école à la maison, comme l'a dénoncé la protectrice du citoyen en 2015. Deuxièmement, il y a toute la question des écoles clandestines, illégales, des écoles où les élèves, malheureusement, ne suivent pas le programme et n'ont pas accès à un diplôme. En juin dernier, beaucoup de gens ont cru que le problème allait être enfin réglé quand la DPJ est débarquée dans une école clandestine à Montréal. Bien, ils ont été déçus. Rien n'a été réglé parce qu'actuellement, la DPJ intervient seulement si un jeune est victime de négligence. Et malheureusement, une scolarisation qui ne respecte pas le programme, qui ne met pas un diplôme, ce n'est pas considéré comme la négligence. On a un problème. En 2016, la non-scolarisation devrait être considérée comme de la négligence. Voilà pourquoi on a une proposition. Est-ce que le ministre est d'accord pour changer la loi de la protection de la jeunesse et s'assurer que tous nos jeunes aient accès à une éducation qui respecte le programme et qui mène à un diplôme? Monsieur le ministre de l'Éducation. Oui, Monsieur le Président. D'abord, plusieurs éléments dans la question du collègue. Sur la scolarisation à la maison, il a tout à fait raison qu'il faut revoir l'encadrement. Je l'ai dit à plusieurs occasions. Derrière un projet de loi qui est en rédaction à cet effet-là. Sur les établissements illégaux qui ne sont pas des écoles, également, Monsieur le Président, j'ai dit qu'il fallait donner des moyens et des pouvoirs au ministère de l'Éducation. Par exemple, j'en ai davantage à titre de ministre de la Famille, ou le ministère de la Famille en a davantage que le ministère de l'Éducation. Alors, il faut être capable de donner au ministère de l'Éducation des pouvoirs. En ce qui a trait à la loi sur la protection de la jeunesse, je peux peut-être informer aux collègues qu'il y a des discussions qui sont en cours avec ma collègue à ce sujet-là pour voir comment on pourrait, soit à l'intérieur de la loi qui est la mienne, ou dans les travaux qu'elle fait actuellement, pouvoir convenir de moyens différents ou d'une attention différente pour donner à la protection de la jeunesse des pouvoirs qu'ils n'ont pas aujourd'hui ou pour les faire travailler en ce sens, M. le Président. Première complémentaire, M. le député de Drummond. Président, il y a des jeunes qui font de l'école à la maison. Il y a des jeunes qui vont dans des écoles illégales ou clandestines. Il y a des jeunes qui font du homeschooling. Actuellement, on parle de milliers d'enfants qui n'auront jamais de diplôme parce qu'ils sont victimes de la négligence de ce gouvernement actuel. Est-ce que la ministre responsable de la DPJ est d'accord pour changer la loi pour s'assurer que tous nos jeunes aient accès à une éducation qui respecte le programme et qui mène à une diplomation? Monsieur le ministre de l'Éducation. Oui, Monsieur le Président, on continue dans la même veine. Je vais répondre à la question. D'abord, sur le nombre, ce que je disais, notamment ce printemps, c'est qu'actuellement, malheureusement, le ministère de l'Éducation connaît les enfants qui ont un code permanent. Les enfants qui ont un code permanent, Monsieur le Président, c'est les enfants qui sont inscrits à l'école ou inscrits à une commission scolaire pour la scolarisation à la maison. Alors, il faut travailler en amont. Il y a des travaux qui se font actuellement avec différents collègues pour voir comment on pourrait être en mesure de connaître ces enfants-là. C'est une des raisons, Monsieur le Président, pour laquelle, à chaque fois qu'on parle d'un établissement illégal ou d'une école, mais surtout d'une école avec des manquements, que je dis, soyons prudents, parce que mieux vaut avoir les yeux sur les enfants que de les voir disparaître dans la nature et ne pas savoir où ils sont. Alors, dans le contexte actuel, j'ai dit précédemment, Monsieur le Président, que nous travaillons ensemble pour s'assurer que dans la loi de la protection de la jeunesse... Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Drummond-Bois-Franc. Merci, Monsieur le Président. Actuellement, le projet de loi 99, loi sur la protection de la jeunesse, est ouverte. Alors, le gouvernement pourrait très bien en profiter pour changer la loi de manière à ce que la non-scolarisation soit considérée comme de la négligence. Parce qu'au Québec, il faut s'assurer que tous nos jeunes aient accès à une éducation qui respecte le programme et qui mène à une diplomation. Est-ce que la ministre est ouverte à notre proposition? Bravo. Madame la ministre déléguée à la réadaptation. Et à la protection de la jeunesse, Monsieur le Président. Alors, oui, je crois que mon collègue du ministre de l'Éducation a très bien répondu. Il l'a spécifié au collègue précédent que nous avons un comité de travail sur lequel nous penchons tous les deux pour que lui, dans sa loi sur l'éducation et dans la mienne sur la protection de la jeunesse, quand je dis la mienne, c'est pas la mienne, c'est celle de l'ensemble du peuple québécois, nous fassions en sorte que nous puissions avoir le plus grand nombre d'élèves dans les écoles ou, à tout le moins, avoir un parcours scolaire
qui est digne de ce nom. Alors, Monsieur le Président, on est ouvert. Oui, le projet de loi 99 a été adopté sur le principe. On a eu des consultations. Le principe a été adopté. Et que je sache, on n'est pas rendu à l'article par article. Il y aura des amendements, Monsieur le Président, et nous nous adresserons cette question-là. Principal, Monsieur le député de Matane-Matapédia. Monsieur le Président, hier, j'ai demandé au ministre de la Sécurité publique de déclencher une enquête du coroner pour qu'on comprenne pourquoi Frédéric Gingras a pu commettre l'irréparable dimanche soir. Le ministre a refusé. Il n'a pas compris la différence entre une enquête criminelle et une enquête du coroner. Les tribunaux jugent le crime, le coroner explique comment il a pu se produire. Est-ce que le ministre peut revenir sur sa décision? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. D'abord, non, ce que j'ai dit hier, c'était tout à fait à propos. D'ailleurs, je me suis entretenu avec la coroner en chef ce matin, justement, puis on a discuté de cette question-là. Lorsque mort d'une personne, puis là, ici, on a quelque chose de tragique, là, absolument, victime innocente qui allait chercher sa fille, notamment, c'est épouvantable. Lorsqu'il y a un tel décès dans des circonstances comme celle-là, il y a une investigation qui est faite par le bureau du coroner, ce qui est en cours à l'heure actuelle. Mais lorsque des accusations sont portées contre une personne qui n'est pas décédée, là, s'il y a des accusations portées, c'est donc que ça va aller en cours, bien, il n'est pas du tout recommandé, très loin de là. Et j'en ai discuté avec la coroner en chef de déclencher une enquête publique. Alors, dans ces circonstances-là, bien entendu, je ne peux pas répondre favorablement à la demande du député de Matane-Matapédia. Ça serait de Matane-Matapédia. Parce que ça serait justement la chose à ne pas faire. Complémentaire, Monsieur le député de Matane-Matapédia. Monsieur le Président, la mère de Frédéric Gingras a dit que son fils aurait dû être à l'hôpital depuis longtemps. Si on veut éviter que de tels drames se reproduisent, il faut comprendre les causes pour pas que ça se reproduise. Le ministre a la possibilité de demander de lui-même une enquête complémentaire du coroner en chef, comme dans le cas de l'affaire Alain Magloire. On aimerait qu'il puisse procéder pour pas qu'on ait d'autres incidents aussi dramatiques qui se produisent au Québec. Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Je ne peux pas transposer le cas Magloire à ce cas-ci. D'abord, l'enquête portait sur les circonstances du décès de cette personne-là et il n'y avait aucune accusation qui était portée vis-à-vis des policiers. Alors là, on a quelqu'un qui est sous accusation. Dans ce contexte-là, et j'en ai discuté ce matin, longuement, avec la coroner en chef, on ne peut pas déclencher une enquête publique. C'est la dernière chose à faire. Maintenant, je suis d'accord avec le député de Matane-Matapédia que tout ça, ça soulève des grandes questions. D'ailleurs, ça a été soulevé tout à l'heure. C'est toute la question de comment on traite des gens qui ont des problèmes de santé mentale et est-ce qu'on peut les contraindre à suivre des traitements. Mon collègue ministre de la Santé a dit que ce n'était pas un enjeu simple. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas en débattre. Mais ce n'est pas au coroner de faire ce travail-là. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Matane-Matapédia. Monsieur le Président, je veux rappeler au ministre les responsabilités d'un de ces deux ministères, celui de la Sécurité publique. L'article 45 de la loi sur la recherche et les circonstances des décès donne le pouvoir au ministre de demander une investigation. Et l'article 100 lui permet de le rendre public tous les éléments du rapport. L'individu en question, 17 dossiers devant les tribunaux, problème de santé mentale important. Ça touche tout le Québec, cette histoire. Je pense qu'on accepterait qu'il aille plus loin qu'une simple enquête criminelle. C'est important de comprendre ce qui s'est passé pour pas que ça se reproduise, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Je pense, Monsieur le Président, que le collègue de Matane-Matapédia comprend qu'on a tous exactement la même consternation face aux événements qui sont produits et les mêmes questionnements sur ce qui s'est produit. Mais je rappelle qu'en dépit des articles qui sont cités par le collègue, je rappelle que dans les circonstances où des accusations sont portées, la dernière chose à faire, c'est de déclencher une enquête publique du coroner. Une investigation se fait à l'heure actuelle, mais ce n'est pas une enquête publique. C'est quelque chose de tout à fait différent. Maintenant, l'enjeu est beaucoup plus large, là. C'est toute la question de la santé mentale et est-ce qu'on peut contraindre des personnes qui ont des ennuis de santé mentale, des problèmes de santé mentale, à suivre une médication ou à même être internées. Gros débat de société, mais... Principal, Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Merci, Monsieur le Président. Depuis des mois, nous assistons à la dégradation de la relation de confiance entre les corps policiers et les Premières Nations, particulièrement les femmes. Le racisme systémique fait son œuvre. Tellement insidieux, tellement intégré dans notre structure, nos pratiques, que nous ne le reconnaissons même plus lorsqu'il s'exprime. Il faudra bien un jour y voir, un jour ou l'autre. Comme dans tous les systèmes de discrimination, Monsieur le Président, surtout les systèmes de discrimination systémique, par exemple le racisme, le sexisme,
Les gens qui discriminent sont rarement ceux qui voient la discrimination et souvent se refusent de voir qu'ils ont le gros bout du bat dans la situation. Le ministre de la Sécurité publique démentait ce matin que la Sûreté du Québec ait dit à la chef de Lac-Simon que la SQ voulait se retirer. Est-ce que le ministre est en train de nous dire qu'il croit que la chef Jérôme ment? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Les propos que me prêterait la collègue sont inexacts parce que c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que circulait une information ce matin à l'effet que la Sûreté du Québec s'était retirée. Et ça, oui, c'est faux. Et je ne connais pas, moi, la source de cette information qui dit qu'elle se serait retirée, la Sûreté du Québec. Ce n'est pas le cas. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas arriver un jour, parce que notre objectif, c'est pas que ce soit la Sûreté du Québec qui assure la sécurité sur le territoire de Lac-Simon. Ça doit être le corps policier autochtone. C'est ça notre objectif. Puis je vous rappelle qu'il y a eu des événements tragiques à Lac-Simon qui ont amené la Sûreté du Québec à venir porter appui à la communauté et aux services policiers autochtones. Donc, il y a des discussions en cours pour s'assurer que si un tel retrait se fasse de façon progressive, il ne mette jamais en danger la sécurité de la communauté. Première complémentaire, Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Alors, effectivement, les faits n'étaient pas qu'il s'était retiré aujourd'hui, mais qu'il allait se retirer aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est l'agente de liaison, Ginette Séguin, qui en a informé la chef Jérôme. Alors, vous pourrez aller voir de ce côté-là, Monsieur le ministre. Ceci étant dit, on sait qu'une agente de liaison ne parle pas en son nom personnel, qu'elle parle au nom de quelqu'un. Au nom de qui parlait-elle avec la chef Jérôme? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Je vais parler en mon nom comme ministre de la Sécurité publique. Et moi, ce qui est le plus important, c'est que la sécurité de la communauté de Lac-Simon soit en tout temps assurée. Notre objectif, c'est que ça puisse être fait par le corps policier autochtone. Pour que ça puisse se faire, il y a des discussions à l'heure actuelle entre la Sûreté du Québec et le corps policier autochtone pour que ça puisse se faire de façon graduelle, de façon à ne jamais compromettre la sécurité. Alors, il n'y a jamais été question d'un retrait qui aurait compromis la sécurité de la population. Il n'en sera jamais question et je vais faire respecter ce principe-là partout sur le territoire du Québec. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. C'est souhaitable, effectivement, puisqu'on a tellement de liens de confiance à retisser avec les gens des Premières Nations et on le sent qu'actuellement, c'est extrêmement difficile d'y arriver. La semaine dernière, le premier ministre rencontrait les représentants et représentantes de l'APNQL et qui leur ont déposé leur plan de sortie de cette crise. Pas seulement la question du Lac-Simon, mais de la crise de relations de confiance. Où en est rendu le premier ministre dans sa réflexion sur le plan déposé par les Premières Nations? Monsieur le ministre responsable des Affaires autochtones. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, on a eu une rencontre très constructive la semaine passée avec les représentants du Grand Conseil des Cris et également l'Assemblée des Premières Nations. Nous avons partagé les objectifs qui sont des deux côtés. Il faut rétablir le lien de confiance entre les corps de police et les communautés desservies. Mais également, il faut donner voix aux femmes qui sont toujours... ils ont les histoires à raconter. Je pense qu'il faut donner les voix à ces madames. Alors, ils ont déposé une proposition. Nous sommes en train de regarder ça. Nous avons convenu qu'on va répondre très rapidement à la suggestion qui a été faite à la fois par Matthew Kuncombe et Ghislain Picard et les deux chefs des communautés de Kitasakik et Lac-Simon qui étaient présents au moment de la rencontre. Principal, Monsieur le député de Chaude-la-Chaudière. Merci, Monsieur le Président. L'Association des notaires et avocats de l'État québécois entame une 7e semaine de grève. Uniquement à Revenu Québec, ce sont 1462 causes pénales qui ont été reportées, notamment des dossiers de fraude soumis par l'unité permanente anticollusion impliquant une quarantaine d'accusés. Les conséquences sont nombreuses, Monsieur le Président. Plusieurs millions de dollars en amendes sont en jeu. Au moins 20 projets de loi et 222 projets de règlement sont en attente. Ce conflit de travail, qui devait être court et bref, s'étire et paralyse notre système de justice. Est-ce que la ministre du Travail va tolérer encore bien longtemps cette situation? Est-ce que la ministre du Travail a un plan pour régler la situation? Monsieur le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Alors, en effet, c'est une situation qui nous trouvons très regrettable.
Et encore une fois, on l'a déjà fait, on le répète, nous sommes toujours disposés, prêts à continuer les négociations. Il faut arriver à trouver une entente à ce conflit-là. La semaine dernière, la fin de la semaine dernière, je me suis rencontré avec le président de cette association-là. Nous avons eu une discussion très franche, très cordiale aussi. Et je pense que nous sommes sur une voie où, en effet, les pourparlers peuvent se poursuivre, et j'anticipe qu'on puisse être capable d'arriver à une entente dans le cadre du système actuel de convention collective. Donc les négociations avancent, et vraiment je souhaite qu'on puisse le faire. Laissons le temps aux négociateurs d'arriver à une entente. Juste une dernière chose, Monsieur le Président, en ce qui concerne la question de Revenu Québec, comme je l'ai déjà dit ici, l'État n'est pas à risque. Revenu Québec suit tous ces dossiers convenablement, efficacement. Ne pensez pas qu'on pourrait prendre avantage de cette situation pour échapper à des responsabilités. Premier complémentaire, Monsieur le député de Chutes-de-la-Chaudière. Merci, Monsieur le Président. Les conséquences sont nombreuses, notamment des contrats sont signés sans avis juridique, des injonctions indispensables qui ne sont pas demandées, une législature mince et mal ficelée si l'on se fie au nombre d'amendements déposés par les ministres en études détaillées. Monsieur le Président, il s'agit d'une situation intolérable. Est-ce que le ministre du Travail acceptera encore bien longtemps ces situations? Comment va-t-elle régler ce conflit? Quel est son plan? Monsieur le ministre des Finances. Les négociations se passent à la table de négociation. Ce n'est pas en public qu'on va négocier d'une nouvelle convention collective, Monsieur le Président. Comme j'ai dit tantôt, d'abord, nous apprécions beaucoup le travail de nos juristes. Nous sachons tous que leur travail est essentiel au bon fonctionnement de l'État. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Mais nous savons aussi que c'est à l'État, en tant qu'employeur, de négocier une convention collective qui va encadrer la fonction de ces personnes-là. Alors, c'est ce que nous faisons. Et ça se fait à la table de négociation. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chutes-de-la-Chaudière. Président, nous avons un exemple concret des effets de la grève des juristes de l'État. Un déboisement non autorisé se déroule actuellement au futur emplacement de l'aéroport de Mascouche. Le ministère de l'Environnement confirme qu'aucune injonction n'a pu être prise en raison de ce conflit. Cette situation pourrait avoir de graves conséquences sur l'environnement. Est-ce que le gouvernement en est conscient? Qu'est-ce que la ministre du Travail compte faire pour régler la situation? Est-ce que la ministre du Travail peut s'engager aujourd'hui à régler le conflit avant la période des fêtes? Monsieur le ministre de l'Environnement. Dans le dossier, depuis le 2 décembre, on est au fait. Nous avons envoyé une lettre à la partie responsable du déboisement. On a fait 2 inspections. Présentement, on est en train de colliger l'ensemble de la preuve. On regarde l'ensemble de nos recours disponibles et nous allons tout faire pour faire respecter nos lois en matière d'environnement. Principal, Monsieur le député de Lac-Saint-Jean. Alors, Monsieur le Président, la grande priorité du gouvernement libéral en éducation, ça a été de couper en éducation. Dans le réseau universitaire, des centaines de cours et carrément des programmes ont été abolis. Le nombre d'élèves par classe a carrément explosé. Les budgets des bibliothèques ont été coupés. Et même, Monsieur le Président, les fonds de recherche ont été coupés entre 20 et 25 %. Alors, pendant que le gouvernement, Monsieur le Président, coupe d'une main dans le réseau universitaire, il décide de l'autre d'investir dans le béton pour augmenter la concurrence dans les écoles de gestion à Montréal. Pas moins de 94 millions d'argent public seront investis pour construire un nouveau pavillon du HEC, Monsieur le Président, mais à quelques pas seulement des 3 autres pavillons d'écoles de gestion. Et le tout, Monsieur le Président, sans aucune étude d'impact. Alors, comment la ministre de l'Enseignement supérieur peut-elle justifier une telle dépense de fonds publics alors que les besoins explosent dans le réseau? Madame la ministre de l'Enseignement supérieur. Alors, je remercie vivement mon collègue de l'opposition, député de Lac-Saint-Jean, de me donner l'occasion de clarifier beaucoup de choses parce que, comme il se fie de toute évidence à un article paru ce matin dans le Journal de Québec, je pense qu'il y a un mélange de toutes sortes de considérations. L'École des hautes études commerciales est l'institution universitaire la plus en déficit d'espace de tout le réseau universitaire. Et savez-vous quoi?
c'est parce que dans nos écoles de gestion, et je mets bien les 4 écoles à Montréal, mais toutes celles au Québec, il y a eu énormément d'accroissement de demandes de formation. Les Québécois veulent aller en gestion, veulent apprendre à gérer les choses, veulent apprendre à être de bons administrateurs. Est-ce qu'on va être contre cette formation en gestion partout au Québec? Est-ce qu'on va être contre le fait d'avoir une concentration au centre-ville de Montréal de formation francophone? On est tellement heureux d'avoir une augmentation de demandes de formation francophone. On a repris dans les 50 dernières années un chemin énorme qu'on devait parcourir pour former nos francophones à la gestion, à l'administration, à la création d'entreprises, au marketing. Est-ce qu'on est contre cela, Monsieur le Président? S'il vous plaît. Première complémentaire, Monsieur le député de Lac-Saint-Jean. Alors, on a le gouvernement libéral qui coupe des centaines de millions dans le réseau d'éducation, particulièrement dans le réseau universitaire. Puis là, on prend 94 millions, Monsieur le Président, puis là, on décide de construire une autre école de gestion. Mais pire, Monsieur le Président, on apprend que l'école, la facture qui est refilée à tous les Québécois, on va mettre en place un programme particulier privé qui pourrait coûter jusqu'à 89 000 par année. Est-ce que c'est ça la vision du gouvernement libéral, faire payer tout le monde, puis dans le fond, juste... Madame la ministre de l'Enseignement supérieur. Le collègue du Lac-Saint-Jean est très en retard, Monsieur le Président, parce que ce programme de MBA exécutif, comme on appelle, conjointement avec l'Université McGill, existe depuis longtemps. C'est un programme autofinancé. Et s'il connaissait les règles gouvernementales de financement, on ne finance jamais les programmes autofinancés. C'est pour ça que les droits de scolarité sont élevés. Savez-vous combien il y a d'étudiants dans ce programme-là? 40 sur 14 000 étudiants HEC. 14 000. Sortez vos calculatrices. Ça donne 1/3 de 1 %. 40 étudiants qui autofinancent le programme. Il n'y a aucun financement du gouvernement là-dedans et c'est 0,5 % des petits espaces de ce futur building. Complémentaire, Monsieur le député de Lac-Saint-Jean. Alors, je vais répéter, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on va reprendre ça à zéro. Monsieur le député, c'est à vous la parole. On va réexpliquer à la ministre. Il existe déjà des écoles de gestion à Montréal, en plein centre-ville. La ministre décide d'investir 94 millions pour une nouvelle structure dans des programmes qui sont déjà existants. Là, en plus de ça, 89 000 $ vont être chargés pour participer à certains programmes de MBA privés auxquels on a... Madame la ministre de l'Enseignement supérieur. Voilà, c'est à mon tour. Alors, écoutez, est-ce que je peux vous apporter une autre considération qui est absolument extraordinaire? L'École des hautes études commerciales est tellement en déficit d'espace que le 22 octobre 2013, je ne sais pas quel parti était au pouvoir à ce moment-là, un ministre de l'Enseignement supérieur, Pierre Duchesne, disait « La présente fait suite à la réception du dossier de présentation stratégique du projet d'ajout d'espace. Conformément à la politique cadre, j'autorise HEC à procéder à l'élaboration du dossier d'affaires. » Ah non, mais j'ai pas fini. Attendez, là. Je vous informe aussi que le coût associé au dossier d'affaires initial fera l'objet d'un soutien financier de 1,8 million de dollars de la part du ministère, signé Pierre Duchesne. Je la dépose tout de suite. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a consentement pour le dépôt? Consentement pour le dépôt. Alors, cela met fin à la période de questions et de réponses orales.